Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas de tueur en série assez classique, mais c'est une affaire qui a une certaine originalité aussi, je trouve, du fait du système familial dans lequel elle s'inscrit, et ça pour le coup, on a rarement vu des histoires comme ça, en tout cas il me semble. Avant de commencer, laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo en moins de 2 minutes. C'est un partenaire que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne puisqu'il s'agit d'HelloFresh. Si jamais vous ne connaissez pas encore HelloFresh, c'est un service de livraison de recettes à domicile. Chaque semaine, vous recevez des recettes chez vous avec tous les ingrédients nécessaires pour les préparer. Il vous suffit d'aller sur le site ou sur l'application pour choisir le nombre de plats et pour combien de personnes vous souhaitez les préparer. Il y a une grande diversité de recettes au menu chaque semaine avec plusieurs catégories, les plats rapides à préparer, ceux qui sont basse calories, les végétariens, la cuisine familiale, etc. Les ingrédients sont tous frais et de très bonne qualité et les box sont accompagnés de fiches recettes très pratiques. Elles vous accompagnent pas à pas dans la réalisation de votre plat et sont accessibles à tous puisque très simples pour des résultats sincèrement aussi bons que ce qu'on peut manger au resto. Vous le savez probablement, mais moi ça fait désormais plus de 6 mois que je suis abonnée à HelloFresh et franchement ça a révolutionné mon quotidien. J'ai plus cet éternel problème de pas savoir quoi faire à manger, j'ai plus à me casser la tête pour trouver des choses qui peuvent un peu briser la routine. Ça m'a permis de manger beaucoup plus varié, équilibré et franchement j'adore. Pour tous ceux qui ont pris des bonnes résolutions en janvier, ça peut aussi bien vous aider. Par exemple, moi, depuis que j'ai commencé, je suis passée à une alimentation à 90% végétarienne grâce à HelloFresh et donc ça me fait plus de repas plaisir et moins de culpabilité. L'abonnement à HelloFresh est flexible et sans engagement. Vous pouvez facilement suspendre les livraisons si jamais vous vous absentez de chez vous par exemple. Et l'entreprise est aussi engagée contre le gaspillage. Ce qui est vraiment chouette, c'est que vous recevez pile la quantité nécessaire pour cuisiner. Plus besoin d'acheter une énorme quantité d'un ingrédient qui ne vous ne servira qu'une fois. Et ça change la vie. HelloFresh vous a préparé une offre de bienvenue si vous souhaitez découvrir leur service. Il vous suffit de cliquer sur le lien juste ici et d'entrer le code SONIA85 pour obtenir jusqu'à 85 € de réduction sur vos 4 premières box HelloFresh ainsi que 3 cadeaux surprises. Encore merci à HelloFresh de me faire confiance et de sponsoriser cette vidéo. Sans plus attendre, on va passer à notre sujet du jour et comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti. L'affaire commence le 19 septembre 1992 dans la forêt de Belanglo, au sud de Sydney, en Australie. Deux participants à une course d'orientation avancent dans les bois lorsqu'une odeur nauséabonde leur soulève le cœur. D'en dessous d'un tas de branches semble dépasser la patte putréfiée d'un kangourou. Les deux sportifs se rapprochent, ils sont soudain pris de violentes nausées en apercevant des cheveux dépasser de l'arrière du crâne de ce qui est, de toute évidence, un corps humain. Cette affreuse découverte est le point de départ d'une longue enquête qui mènera à la traque de l'un des tueurs en série les plus prolifiques de toute l'Australie. Dès le lendemain, les policiers fouillent la forêt autour du corps retrouvé à la recherche du moindre indice. Il faut pas très longtemps pour qu'ils découvrent bien plus que ça. À 30 mètres à peine du premier corps, on en trouve un second. En peu de temps, l'identité des deux corps est révélée. Il s'agit de Joan Walters, 22 ans, et de Caroline Clark, 21 ans. Les deux jeunes femmes étaient toutes les deux des backpackeuses, c'est-à-dire des personnes qui voyagent généralement à petit budget avec leur sac sur le dos. C'était deux jeunes femmes d'origine britannique qui avaient disparu 5 mois plus tôt, le 18 avril 1992, après avoir quitté leur auberge de jeunesse dans le quartier de King's Cross de Sydney. Les corps de Joan et de Caroline donnent immédiatement beaucoup d'informations aux policiers. Elles ont toutes les deux été ligotées,
poignardées et on leur a tiré dessus. Leur corps montre également qu'elles ont été agressées sexuellement et que le ou les tueurs ont largement pris leur temps pour leur faire subir tous ces sévices, puisqu'un campement de fortune est retrouvé à côté des corps, ce qui semble indiquer que le ou les tueurs sont restés la nuit entière pour profiter de la torture qu'ils ont infligée aux deux jeunes femmes. Joan Walters et Caroline Clarke avaient déjà fait l'objet d'une forte médiatisation en Australie quelques mois plus tôt, au mois de juin, lorsque la police avait décidé d'interrompre un match de rugby pour diffuser leur avis de recherche, dans l'espoir d'obtenir des témoignages de personnes ayant croisé leur route avant leur disparition. Joan et Caroline s'étaient rencontrées durant leur périple respectif en Australie et elles étaient devenues amies, décidant ainsi de continuer un bout de chemin ensemble. Leur famille britannique, elle, n'avait que des contacts ponctuels avec les deux jeunes femmes, et oui, en 1992, il n'y avait pas de téléphone portable ou d'email, les appels n'étaient pas faciles à caler sur des lignes fixes et avec un si grand décalage horaire. L'annonce de leur décès, dans des circonstances aussi violentes qui plus est, a bien évidemment ébranlé la population du pays tout entier. Très rapidement, la police fait des connexions avec d'autres cas de backpackers, 5 au total, ayant disparu dans les environs de Sydney au cours des dernières années, et en interne, la piste d'un tueur en série est soulevée. Malgré d'intenses recherches, les mois passent et l'enquête piétine. Il faut attendre plus d'1 an pour que le 5 octobre 1993, un homme nommé Bruce Pryor trébuche sur un fémur humain alors qu'il se promène en forêt pour chercher du petit bois. Juste à côté, il découvre ensuite un crâne humain. Quelques heures plus tard, Pryor revient accompagné de policiers, il désigne l'endroit où il a fait la macabre découverte et 2 corps humains, décomposés au point qu'il n'en reste que des os, sont retrouvés. Il s'agit des corps de Deborah Everest et de James Gibson, 2 des randonneurs disparus depuis le 30 décembre 1989, après avoir quitté leur auberge à Sydney. Le lieu de la découverte confirme le pressentiment des enquêteurs. Nous sommes à 1 kilomètre à peine de là où Joan Walters et Caroline Clarke avaient été retrouvés 1 an plus tôt. Pour les médecins légistes, la mort des 2 jeunes voyageurs a été très brutale. Le crâne de Deborah avait été frappé avec un objet tranchant. Elle a également été poignardée dans le torse et le visage, puis étranglée et ligotée avec ses propres collants. Quant à James, il a reçu de nombreux coups de couteau qui ont perforé ses poumons, son cœur et son foie, et un gros coup dans la colonne vertébrale qui l'a probablement paralysé instantanément. Aucune des 2 victimes ne semblait avoir de blessure de défense, même si c'était dur à déterminer étant donné qu'il ne restait d'eux plus que des ossements. Le 8 octobre 1993, soit 3 jours plus tard, les soupçons des policiers sont confirmés par l'analyse médico-légale des corps qui indique que les 4 semblent avoir été tués par le ou les mêmes personnes du fait des ressemblances dans les coups reçus. Il y a quand même un élément qui colle pas trop dans tout ce tableau, c'est concernant les affaires de James Gibson, un sac à dos et son appareil photo qui avaient été retrouvés précédemment au nord de Sydney, soit à plus de 100 km de là où on retrouve son corps. Mais les enquêteurs se disent que c'est probable que le ou les tueurs se soient déplacés en voiture et qu'ils aient jeté les affaires par la fenêtre de cette voiture après les meurtres. À partir de là, les découvertes vont malheureusement s'accélérer. Le 1er novembre 1993, à environ 5 km des premiers corps découverts, on retrouve le crâne de Simone Schmidl, une backpackeuse d'origine allemande de 20 ans qui avait disparu le 20 janvier 1991 alors qu'elle faisait de l'autostop pour se rendre à Melbourne. Là encore, une fois le squelette retrouvé et examiné, il semblerait qu'elle ait été poignardée à de nombreuses reprises. De plus, les vêtements retrouvés au niveau de Simone ne sont pas les siens. Il s'agit de ceux d'une autre jeune femme de 20 ans, portée disparue elle aussi, Anya Abshed. Le 4 novembre, 3 jours plus tard, on retrouve justement le corps d'Anya à moins d'1 kilomètre de celui de Simone, enterré dans une sorte de tombe très peu profonde, et à quelques mètres d'elle, le corps de son petit ami, Gabor Neschbauer, 21 ans, lui aussi vaguement enterré. Comme pour les autres victimes, il semble avoir été poignardé ainsi qu'avoir reçu des balles. Anya a carrément été décapitée tandis que Gabor, lui, a reçu de nombreuses balles dans le crâne. Comme vous l'avez compris, les enquêteurs ont rapidement pensé que tous les meurtres étaient liés et ce pour plusieurs raisons. Les profils des victimes étaient similaires, c'était des jeunes voyageurs. Ensuite, la zone de découverte des corps qui est plutôt restreinte.
On les retrouve tous dans un périmètre qui n'est pas extrêmement grand, dans les bois de Belanglo. Ensuite, comment sont disposés les corps, puisqu'ils sont tous allongés sur le ventre, les mains dans le dos, vaguement cachés, soit enterrés mais très peu profondément, soit recouverts par des branchages avec des feuilles, ce qui permet de les dissimuler de la vue et aussi d'accélérer le processus de décomposition. On voit aussi, comme je vous le disais avant, que le ou les tueurs prennent leur temps sur place. Ils se font une sorte de campement de fortune qui n'est pas celui que se seraient fait les voyageurs, ce sont pas leurs tentes et affaires qui sont utilisées. Et enfin, l'analyse plus poussée lors des autopsies montre également des similarités dans les meurtres. Il y a beaucoup de traces de coups de couteau ou d'armes blanches au niveau du dos et du thorax, des blessures par balle, avec une analyse balistique qui indique que la même arme a été utilisée dans plusieurs cas, donc ça confirme encore plus les liens entre les affaires. Et parfois aussi des signes de strangulation et même une décapitation avec ce qui semble avoir été une épée ou une machette. Pour les spécialistes, il y a de fortes chances pour que les tueurs aient agi à plusieurs, compte tenu de la violence des attaques et du fait que les victimes étaient généralement deux, donc ça semblerait plus logique qu'il y ait eu au moins 2 tueurs en face également. Concernant les blessures par balles sur les têtes, les enquêteurs pensent que le ou les tueurs ont utilisé les corps des victimes comme des cibles pour s'entraîner à tirer. Il y a certaines victimes qui avaient reçu plus d'une dizaine de balles dans le crâne. Je vous avoue que c'est absolument ignoble et rien que de vous décrire ça, j'ai la gorge serrée. Bref. Donc là, avec tous ces éléments, les 7 corps retrouvés, il est indéniable qu'un ou des tueurs en série rôdent dans les environs de Sydney. L'affaire est très médiatisée, non seulement en Australie, où il y a plein de reportages aux infos, il y a une prime de 500 000 $ pour quiconque qui donnerait une information permettant de mener à une arrestation, mais ça va aussi être médiatisé à l'international. Et c'est tant mieux parce que c'est justement à l'autre bout du globe que se trouve probablement la réponse à toutes les questions de la police. Le 13 novembre 1993, la police australienne reçoit un appel d'un citoyen britannique, Paul Onions. Paul Onions, c'est un homme de 27 ans vivant à Birmingham qui travaille dans la conception de climatiseurs et qui est tombé sur un article dans les journaux parlant du fameux backpacker killer. Tout de suite, ça a fait tilt dans sa tête parce que lui, il a voyagé en Australie quelques années plus tôt et il a vécu un événement hyper traumatisant. Il prend donc son téléphone pour tout raconter aux autorités australiennes. C'était au mois de janvier 1990. Onions faisait du stop près de Sydney quand un homme s'est arrêté et lui a proposé de le déposer. Le début du trajet s'était bien passé, c'était le premier contact que Paul avait avec un véritable habitant du pays, et l'homme s'était présenté comme Bill. Mais tout à coup, alors qu'ils arrivaient près de la forêt de Belanglo, le conducteur avait arrêté le véhicule, sorti une arme à feu et menacé Onions pour tenter de le dépouiller. Par miracle, Paul avait réussi à sauter de la voiture et à s'échapper en courant dans le bush, esquivant de justesse les balles tirées par Bill qui fusaient autour de lui. Le Britannique était ensuite parvenu à rejoindre une route et avait été récupéré par une conductrice qui passait par là et l'avait conduit à un poste de police où il avait déposé plainte après avoir raconté l'horrible rencontre qu'il venait de faire. Son témoignage avait même permis à établir un portrait robot du suspect au physique bien reconnaissable avec sa grosse moustache en fer à cheval. Par la suite, Onions n'avait plus eu la moindre nouvelle de cette affaire. Ce qu'il ne savait pas, c'est que les policiers n'avaient mené aucune investigation spécifique après le dépôt de plainte et que pire encore, ils avaient perdu le dossier. Donc s'ils n'avaient pas téléphoné plusieurs années plus tard, personne n'aurait probablement établi ce lien pourtant si important. Il faut attendre encore plus de 5 mois, le 13 avril 1994, pour qu'un enquêteur en charge de l'affaire retrouve la retranscription de l'appel de Paul Onions et se dit qu'il y a une piste intéressante à creuser dans le cadre de l'enquête sur le backpacker killer. À peu près en même temps, un peu même avant, en réalité, la police reçoit un autre témoignage intéressant. Un homme les contacte pour leur dire qu'en gros, il a un collègue de travail un peu louche qui est extrêmement passionné mais limite obsédé par les armes à feu, qui aurait déclaré après la découverte des corps de John et de Caroline, donc les premiers corps retrouvés de tous les backpackers disparus, il y en a d'autres là dehors. Ils ne les ont pas encore tous trouvés. Et même à une autre occasion, il aurait affirmé « Ils n'ont pas encore trouvé les corps des Allemands. Je sais qui a tué les Allemands. » Cet homme serait un dénommé Ivan Mila. Laissez-moi donc vous présenter un petit peu plus en détail cet individu. Ivan Mila est né le 27 décembre 1944 à Guildford, en Australie.
Son père Stephen était un immigré croate de 44 ans et sa mère Margaret était une très jeune Australienne de 23 ans. Le couple a eu en tout 14 enfants et Ivan se situait à peu près vers le milieu de la fratrie, donc ça signifie que sa mère avait commencé à avoir des enfants très jeunes. Stephen Milla, le père de famille, était un ancien combattant de l'armée anglaise durant la Première Guerre mondiale et il travaillait désormais sur les docks pratiquement 7 jours sur 7. C'était un homme strict et dur avec ses enfants, du genre à leur retourner des paires de claques au moindre écart. Lorsqu'Ivan était petit, vers ses 4 ans environ, son père a décidé de devenir cultivateur pour vendre des fruits et des légumes, et toute la famille a été forcée de se mettre au travail pour l'aider dans cette entreprise. La famille vivait dans une petite maison de la banlieue de Sydney où les enfants dormaient dans des lits à triple étage et les armes à feu étaient extrêmement banales et courantes. Le fait d'avoir des armes dans la maison, c'était un peu comme d'avoir une paire de bottes. Chacun avait la sienne. On a tous grandi en apprenant à tirer. À l'école, Ivan n'était pas mauvais élève, il était même plutôt doué, un peu plus intelligent que la moyenne, avec des bonnes notes en mathématiques, mais aussi en arts plastiques. Pourtant, plus les années passent et plus Ivan Milas se met à sécher les cours, au point que, à l'adolescence, il est placé dans un établissement pour les familles surmenées qui n'arrivent plus à correctement encadrer leurs enfants. Mais l'éducation n'était pas vraiment la priorité dans la famille Mila, ce qu'il fallait surtout c'était se mettre à travailler au plus vite pour pouvoir rapporter de l'argent et subvenir aux besoins de la famille. Ivan s'est donc naturellement mis à travailler à temps plein à partir de ses 15 ans, laissant tomber l'école au passage. Comme très souvent dans ce genre de schéma, l'adolescent va aussi se laisser tenter à des activités plus illégales et à 17 ans, il est arrêté pour avoir cambriolé une maison et placé dans une maison de détention pour mineurs pendant 6 mois. Ça, c'était en 1962, puis ensuite jusqu'à la fin de la décennie, Mila va encore retourner en prison à 4 reprises pour d'autres accusations de cambriolage et de vol de voiture. Le problème, c'est qu'à l'époque déjà, les policiers avaient remarqué quelque chose d'un peu particulier avec la famille Mila. Tous les membres de la famille, et surtout les frères, avaient tendance à se couvrir les uns les autres. Ils étaient tout à fait capables de se laisser prendre et condamner à la place d'un autre, et le fait qu'ils soient si nombreux et avec tous des ressemblances physiques n'aidait vraiment pas le travail de la police. Vraiment, quand on parle de la famille Mila, il faut la voir comme un clan extrêmement soudé où tout le monde se serre les coudes. En 1969, la famille déménage dans une banlieue un petit peu moins pauvre de Sydney. En 1971, l'une des petites sœurs d'Ivan est tuée à proximité de leur maison lors d'un accident de voiture impliquant Wally, un des frères de la famille. Ivan fut l'un des premiers à arriver sur les lieux de l'accident et ce fut un gros traumatisme pour lui. Moins d'un mois après ce drame, Ivan est arrêté par la police pour le viol d'une jeune femme qu'il avait pris en autostop, ainsi que pour plusieurs braquages à main armée, dont celui d'une banque. Il profite d'être laissé en liberté avant son audience pour s'échapper et prendre un avion pour la Nouvelle-Zélande, où il restera pendant 3 ans. À son retour en Australie en 1974, il est de nouveau arrêté et cette fois jugé pour ses crimes. Par je ne sais quel miracle, il est acquitté pour les accusations de braquage et comme la version donnée par la victime du viol aurait changé, tu m'étonnes, après des années et avec ce traumatisme, eh ben il échappe à toute poursuite pour cette affaire aussi. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas eu de casier pour cette histoire quand on sait que, dans les faits, à cette époque, il avait pris en stop 2 jeunes femmes dans le quartier de King's Cross à Sydney, les avait ligotées, menacées d'un couteau et avait violé l'une d'entre elles. Si seulement il avait été condamné pour ça, j'imagine que la police aurait pu retrouver trace de cette affaire et faire des liens avec le mode opératoire du backpacker killer bien des années plus tard. À partir de 1975, Ivan Mila est, vu de l'extérieur en tout cas, un homme tout à fait respectable. Il ne boit pas, il ne fume pas, il vit chez ses parents et ne compte pas ses heures dans son métier de chauffeur routier. À cette période, Ivan fait la connaissance de Karen, 17 ans, la petite amie enceinte de Mark, son cousin, le cousin d'Ivan. Ivan et Karen tombent amoureux et très vite, ils s'installent ensemble dans une caravane. Ivan accepte sans problème la naissance du fils de Karen et de Mark, Jason, et décide de l'élever comme si c'était son fils. Le couple officialise leur relation en se mariant durant le courant des années 80, ce qui est apparemment à l'origine de tensions au sein de la famille, et vous pouvez comprendre pourquoi, je pense. Les années 80 ne sont d'ailleurs pas une bonne période pour la famille Mila.
Stephen, le père d'Ivan, décède d'un cancer durant ces années et un des frères d'Ivan a un accident de roue qui le laissera avec de graves séquelles cérébrales. Le 14 février 1987, jour de la Saint-Valentin, Karen fait ses valises subitement et quitte Ivan. On ne connaît pas exactement les raisons de ce départ, mais plusieurs ont quand même été évoquées. Déjà, Ivan aurait été violent avec sa femme sur le plan physique et à de nombreuses reprises. Et de deux, il aurait eu une liaison avec Maureen, la femme de son frère Walter. Alors oui, c'est assez chaud comme situation, mais visiblement c'était vraiment dans les petites habitudes d'Ivan Milah, puisque j'ai lu dans un autre article qu'il a également eu une liaison de 11 ans avec Marilyn, une autre femme d'un de ses autres frères, et avec qui il aurait d'ailleurs eu une fille. Bref, avec Karen, le divorce se passe méga mal, ça s'étend sur à peu près 2 ans. Ivan Milah fait tout pour empoisonner la vie de son ex-femme, genre il va démissionner de son travail et se fait embaucher ailleurs sous un faux nom, celui de Bill, tiens donc, pour éviter qu'on lui ponctionne une pension alimentaire sur son salaire. La séparation officielle traîne jusqu'en 1989, date à laquelle, si vous vous souvenez bien, disparaissent les deux backpackers, Deborah Everest et James Gibson. Parmi les autres choses qui font d'Ivan Milah un personnage absolument charmant, il faut donc mentionner sa passion débordante pour les armes à feu. C'est simple, parmi le peu de photos qui sont disponibles de lui à l'époque, il porte d'énormes guns sur la plupart d'entre elles. Des armes qui, bien évidemment, n'étaient pas autorisées en Australie, sinon c'est pas drôle. Après avoir fouillé dans leur dossier et s'être renseigné sur le passé de ce Ivan Milah, la police décide de se pencher plus attentivement sur son cas, puisque il est vrai qu'il y a pas mal de signaux qui semblent indiquer que la piste pourrait être intéressante. Les enquêteurs étudient alors très discrètement son planning de travail des dernières années. Ils constatent que les jours des disparitions correspondent avec des jours de vacances ou de repos qu'avait pris Milah. Les taux se resserrent sur Milah, mais la police sait qu'il lui faudrait quelque chose de plus concret pour réussir à le coincer définitivement. On installe discrètement des agents tout autour de sa maison pour surveiller ses déplacements. Manque de peau, il est aperçu quelques jours plus tard en train de les observer avec des jumelles. En parallèle, Ivan Milah s'arrange pour transférer une partie de ses armes et d'autres objets et les cacher dans la maison de son frère Walter, ainsi que d'autres personnes de la famille. Ce n'est qu'en avril 1994 que tout a enfin pu prendre forme quand l'enquêteur dont je vous parlais a fait le lien entre le témoignage de Paul Onions avec leur suspect numéro 1. Tout concordait. Le fameux Bill qu'il avait pris en autostop dans un 4x4 correspondant à celui de Milah, qui avait déclaré avoir des origines yougoslaves, être divorcé et travailler comme routier, sans compter la fameuse moustache en fer à cheval. La police australienne prend alors la décision de faire venir Paul Onions sur place pour qu'il puisse reconnaître et identifier le suspect sur des photos et des vidéos. Dans la nuit du 21 au 22 mai 1994, Ivan Milah a finalement été interpellé par une cinquantaine de policiers à son domicile. À ce moment-là, il n'était inculpé que pour la tentative d'enlèvement sur Paul Onions. Ce n'est qu'une dizaine de jours plus tard qu'il a formellement été mis en examen pour les meurtres des 7 backpackers, après que d'innombrables éléments extrêmement incriminants aient été retrouvés dans sa chambre, comme certaines armes correspondant à celles ayant été utilisées sur les crânes des victimes, un scotch tout à fait similaire à celui utilisé pour les ligoter, un appareil photo appartenant à une des victimes, la tante d'une des autres victimes, et même des bouts de corde tachés de sang qui, après analyse, s'avèrent être du même ADN que celui des victimes. On a même aussi retrouvé des photos de la petite amie d'Ivan qui portait les vêtements des jeunes femmes victimes de son copain. En vrai, je vais pas vous faire la liste complète de tout ce qui a été retrouvé chez Ivan, mais aussi chez ses frères et sœurs, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Mais voilà, vous avez compris, il n'y avait pas plus incriminant que tous ces éléments qui ont été retrouvés. Je vais passer plutôt vite sur la partie du procès, même si en soi c'est intéressant aussi. Je préfère pas y passer trop de temps. Ceux qui le souhaiteront sauront qu'il y a toutes mes sources en barre d'infos et pourront faire des recherches supplémentaires si ils ou elles le souhaitent. Ce qu'il faut savoir en bref, c'est que ce procès il a duré 15 semaines, soit 3 mois et demi, ce qui est vraiment conséquent.
que les preuves apportées étaient immensément incriminantes contre Ivan Mila, ce qui ne l'a pas empêché de clamer son innocence et de dire qu'il était victime d'un coup monté de la police. Il n'a pas non plus hésité à dénoncer plusieurs membres de sa famille, surtout ses frères et en particulier l'un d'eux nommé Richard, en disant que c'était lui ou eux les coupables. Dans l'immense majorité de la grande famille Mila, quasiment tout le monde a soutenu Ivan et a adhéré à sa version du setup policier, ce que je trouve assez dingue et sur lequel je reviendrai juste après. Mais si Ivan est innocent, alors ils vont le laisser et s'en prendre à Richard. Ils sont tous les deux innocents. Ils vivaient ici au moment des meurtres. C'est moi qui lavais leur linge. Il n'y a jamais eu de sang dessus. Ce sont des bons garçons. Néanmoins, ça n'a convaincu personne et au final, il a été reconnu coupable de tous les chefs d'inculpation qui pesaient contre lui, que ce soit les 7 meurtres et aussi la tentative de meurtre sur Paul Onions. Et pour ça, il a été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération. Depuis son incarcération, le quotidien d'Ivan Mila n'a pas été de tout repos. Déjà dès son premier jour d'arrivée en prison, il s'est fait agresser physiquement par un autre détenu, histoire de donner tout de suite le ton. Ensuite, environ 1 an après son incarcération, il s'évade de prison avec 2 autres complices, un dealer de drogue et un homme politique, mais ils se font rattraper heureusement et remettre en prison tout de suite. Ensuite, pendant pas mal d'années, Mila a tenté de faire appel de ses condamnations, ce qui lui a toujours été refusé puisque la justice a estimé qu'il avait eu un procès correct et équitable. Le tueur en série a eu beaucoup recours à des automutilations pour montrer son désaccord avec ses décisions. Il a notamment avalé plusieurs lames de rasoir, des agrafes et d'autres objets dangereux dans le genre. Puis en 2009, en guise de protestation, Ivan Mila s'est coupé le petit doigt avec un couteau en plastique. Imaginez juste la détermination. Dans l'idée de l'envoyer à la haute cour, il a été hospitalisé d'urgence, mais les médecins ne sont pas parvenus à lui recoudre son doigt. En 2011, il aurait aussi entamé une grève de la faim pour obtenir une console de jeu, ce qui l'aurait amené à perdre près de 25 kilos. Enfin, durant la deuxième moitié des années 2010, Ivan Mila a commencé à montrer des signes d'une santé qui se détériore beaucoup, mais il a refusé d'être vu par des médecins. Finalement, au début de l'année 2019, il a enfin accepté d'être examiné par un docteur qui lui a diagnostiqué un cancer en stade terminal. Il a fait quelques mois en chimiothérapie et s'est éteint dans la nuit du 27 octobre 2019. Alors, plutôt que de vous parler de la psychologie d'Ivan Mila qui, honnêtement, est très similaire à celle de beaucoup d'autres tueurs en série qu'on a pu voir, enfance pauvre et parents stricts, début dans la criminalité avec des cambriolages, puis gradation dans la violence, braquage à main armée, agression, enlèvement, viol, puis meurtre, des traits de personnalité antisociale, un manque d'empathie évident, un attrait pour les armes et la violence, du sadisme, une volonté de dominer les autres et surtout les femmes. Moi j'aimerais qu'on s'intéresse un petit peu plus à la famille Mila dans son ensemble. Parce que vraiment cette histoire elle est singulière quand même dans cet aspect-là, ce clan dont je vous parlais qui se soutient, qui s'entraide jusque dans l'horreur. Comme vous l'avez compris, depuis l'arrestation d'Ivan, sa mère et tous les membres de sa famille ont clamé haut et fort qu'il était innocent, qu'il était victime d'un complot et tout ça et tout ça. Alors ça, c'est pas si hors du commun que ça, on le voit parfois dans des affaires criminelles, et en général on peut mettre ses réactions sur le compte du déni. Mais dans cette affaire, il y a plus de questions qui se posent. Je vous l'ai dit déjà, mais lors du procès, Ivan a tenté de faire accuser d'autres de ses frères. Alors il faut savoir que c'était pas sa stratégie de base. Au début, lui, il disait juste qu'il avait rien à voir avec les meurtres. Puis, quand les éléments se sont trop accumulés contre lui, je pense que c'est principalement ses avocats qui lui ont suggéré de jouer cette carte-là, à laquelle personne n'a cru. Pour autant, vous avez peut-être remarqué que durant toute la vidéo, j'ai répété le ou les tueurs. C'est parce que c'était vraiment quelque chose, les enquêteurs, avant d'avoir identifié Mila, n'ont pas arrêté de répéter eux aussi. Visiblement, sur les scènes de crime, il y avait beaucoup de choses qui leur faisaient penser qu'il y avait au moins 2 tueurs. Premièrement parce que physiquement, c'est compliqué de tuer 2 personnes aussi rapidement sans qu'elles ne présentent de traces de défense, comme on le disait à un moment dans la vidéo. Enfin, c'est risqué et c'est pas facile en vrai.
Mais bon, admettons peut-être qu'Ivan Mila poignardait d'abord ses victimes dans le dos, dans la colonne vertébrale pour les paralyser, et ainsi avoir le temps de faire toutes ces horreurs après. Techniquement, c'est compliqué, mais c'est pas impossible. Par contre, il y a autre chose que les enquêteurs ont remarqué, c'était au niveau des campements qu'on a retrouvés près des corps. Vous savez, où je vous ai dit que c'était vraisemblablement le ou les tueurs qui avaient dressé ces petits feux de camp et couchages de fortune pour rester longtemps sur place. Et du coup, au niveau de ces campements, on a retrouvé beaucoup de mégots de cigarettes et de bouteilles d'alcool. Vous voyez pas où je veux en venir? Pourtant, rappelez-vous de ce que je vous ai dit à propos d'Ivan Mila, il ne buvait pas d'alcool ni ne fumait. Cette info, elle est vraiment confirmée par tous ceux qui l'ont connu, et notamment Karen, son ex-femme qui a vécu longtemps avec lui et qui a bien témoigné contre lui lors du procès, donc qui n'avait aucun intérêt à essayer de le protéger ou quoi. Alors est-il possible qu'un ou même plusieurs de ses frères et sœurs aient été de mèche avec lui? Franchement, moi je me pose beaucoup de questions et je me dis que c'est peut-être pas si farfelu que ça. Si ça se trouve, dans la lignée du fonctionnement de cette famille, Ivan a pris pour tous les autres, et du coup, quand lors du procès il a fini par céder et dénoncer ses autres frères, c'est peut-être justement parce qu'il a compris qu'il allait finir sa vie derrière les barreaux, tandis que d'autres aussi impliqués parviendraient à s'en sortir. D'un autre côté, j'ai également trouvé le témoignage d'un des grands frères d'Ivan Mila, Boris, qui a osé parler à la presse. C'est à ma connaissance le seul de la famille aussi proche à avoir pris la parole contre Ivan. Lui déjà, il affirme que son frère a commencé à faire des victimes bien avant les backpackers et qu'il aurait commencé en 1962 en tirant dans la colonne vertébrale du chauffeur de taxi Neville Knight et qu'ensuite Ivan s'en serait vanté devant lui. À l'époque, Ivan n'avait que 17 ans, mais il était sournois et sadique. Il se cachait dans les herbes hautes pour surprendre les gens près de leur maison et avait tué des animaux avec une machette. Aujourd'hui, Boris Mila a changé de nom et a déménagé pour tenter de se faire oublier. Le fait qu'il n'ait pas pris le parti de son frère lors du procès a fait de lui, selon sa version, un ennemi de la famille. En témoignant contre mon frère, j'ai rompu le code Mila. Ils sont tous lâches. Tous les Mila connaissent la vérité, chacun d'entre eux. Pour couronner le tout, le nom de Mila a refait parler de lui en 2010. Durant la nuit du 20 novembre 2010, Andrew Mila, le neveu d'Ivan, Cohen Klein et David Osterlony se rendent dans les bois de la forêt de Belanglo pour y fêter le 17e anniversaire de David. Ils ont tous 17 ans d'ailleurs, ce sont des amis d'enfance. Mais une fois perdus au milieu de la forêt, Andrew Mila et Cohen Klein s'attaquent violemment à David. Pendant près de 10 minutes, Andrew Mila frappe et torture son ami avec une hache à double tranchant médiévale avant de finir par l'assassiner. Pendant ce temps, Cohen Klein filme la scène avec son téléphone portable. Le meurtre était totalement prémédité, Andrew avait même déclaré à des proches « On va à Belanglo, quelqu'un va mourir ». Puis après le meurtre, il s'est également vanté auprès de ses amis. « Vous me connaissez, vous connaissez ma famille, vous connaissez le nom de Mila. J'ai fait ce que ma famille a fait. » Andrew Mila a bien évidemment été arrêté après ce meurtre et il a été condamné à 43 années de prison, dont 30 ans de peine de sûreté. Lors de son procès, des extraits des poèmes qu'il avait rédigés ont été lus et montrent à quel point il ne ressent aucun remords ou en tout cas veut qu'on pense ça de lui. Je ne suis pas déroutée par le sang et les cris, rien de ce que je fais ne hante mes rêves. Depuis, Andrew Mila a adressé plusieurs lettres à la famille de David dans lesquelles il présente ses excuses du plus profond de son cœur. S'agit-il d'excuses sincères ou bien est-ce que ce sont juste des paroles en l'air pour tenter de montrer qu'il a pris conscience de l'horreur qu'il avait commise? Seul le temps nous le dira, je suppose. Vous me connaissez bien sûr, j'irai pas jusqu'à dire que le mal coule dans les veines de tous les membres de la famille Mila, ce serait probablement injuste pour certains d'entre eux, pour les enfants et les petits-enfants de parents criminels qui n'ont pu que subir toute leur vie le regard jugeant de la société. Je suis surtout intriguée et étonnée par le fonctionnement de cette famille qui semble, comme je vous l'ai déjà dit, extrêmement soudée. C'est presque dans leur tête, les Mila contre le reste du monde, c'est un peu comme si chaque membre était interchangeable et qui ne constituait qu'une pièce fondamentalement reliée au reste du système. On sent bien que chez les Mila, il y a aussi une question d'honneur.
Si on touche à l'un des membres, c'est toute la famille qu'on attaque, alors ils font tous front. Ceux qui, éventuellement, ne suivraient pas ces règles, comme Boris, sont exclus. En faisant mes recherches, je suis tombée sur un article à propos de Linis Mila, la fille illégitime d'Ivan et de Marilyn, vous vous rappelez la femme d'un de ses frères. Linis, elle est décédée l'année dernière, mais visiblement toute sa vie, elle a tenu à défendre la mémoire de son père. Elle a toujours clamé son innocence et elle a dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. En gros, elle expliquait qu'elle a gardé son nom de famille, bien qu'il soit hyper connu et pas en bien en Australie, parce que pour elle, c'était le symbole du fait qu'elle continuerait à le soutenir. Et vraiment, visiblement, elle croyait dur comme fer à la théorie du setup policier. Je trouve que c'est très révélateur du fonctionnement totalement dysfonctionnel de cette famille, de toute cette histoire qui remonte au couple originel de Stefan et Margaret et qui a posé le terreau pour des esprits criminels tels qu'Ivan ou Andrew. Je pense pas que la criminalité soit génétique, mais je pense que le système défaillant dans lequel ils ont grandi a pu favoriser ce qu'ils sont devenus. Je dis pas que c'est la famille Mila qui a directement rendu Ivan comme ça, hein, évidemment, mais disons que j'ai le sentiment que cet environnement a pu avoir son incidence sur ses comportements et ses passages à l'acte. J'ai hâte de connaître vos avis sur cette affaire, alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas encore fait. Encore merci à HelloFresh d'avoir été mon partenaire pour cette vidéo. N'oubliez pas qu'avec le code qui s'affiche à l'écran, vous pouvez bénéficier d'une offre de découverte pour tester leur service. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, alors ce sera pas la semaine prochaine, mais promis je vous reviens au plus vite. Je vous fais plein de gros bisous et en attendant, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. But I won't be afraid of these cold lines on my face, for they may lead me to a better place. Will you remember what I've done? Will you remember where I've been?